Bonjour, je vais parler du 22e et dernier épisode de la saison 4 de Supergirl. Alors, mis à part Lex, que je trouve un peu épargné, tous les autres méchants dont on termine les arcs dans cet épisode sont assez décevants. Donc, par exemple, Lockwood, qui là ne servir à rien. J'allais dire, il sert à perdre du temps, même pas. Il sert même pas à perdre du temps. Il s'énerve contre Lex. Il veut s'en prendre à Lex. Bon, il décide de s'en prendre à l'endroit où il a mis ses aliens. Question de base, vraiment, comment est-ce qu'il sait que c'est là? Puisque le groupe des héros, ils ont besoin d'avoir Martian Manhunter et Dreamer dans la base. Donc c'est l'île qu'on a déjà vue pour savoir qui les a mis là. On peut peut-être penser que Lockwood, ayant ses entrées à la Maison Blanche, il sait peut-être des choses, mais en même temps, Lex a envie de le garder dans l'ombre. Donc pourquoi est-ce qu'il permettrait qu'il ait ces informations? Enfin, admettons qu'il le sache. Il l'attaque. On ne sait pas tellement vraiment pourquoi en fait, parce qu'il en veut à Lex, donc il attaque là où il y a les aliens, alors que Lex c'est pas là. C'est un peu con, et il tombe sur le groupe de Supergirl, du coup il décide de se friter avec Supergirl, et ils se font battre en, une minute, quelque chose comme ça, avant l'arrivée de Lex, donc il sert même pas à faire perdre du temps en fait, je trouve, c'est décevant. Pareil, oui, tout le truc sur les super pouvoirs avec leur météorite là, tout est réglé dans cet épisode, parce qu'en fait on les retire à tout le monde, sauf... Mais je pense qu'ils vont y penser hors caméra, sauf la femme, là, je sais plus, c'est pas la mère de Tessmaker, mais elle est de sa famille, qui elle aussi avait des pouvoirs liés à la météorite. Mais bon, je pense qu'ils vont penser à elle et qu'ils vont retirer quand même ses pouvoirs. Voilà. Et même l'arc de Lockwood sur la haine anti-alien, finalement, Kara fait un papier, où elle dévoile que voilà tout ça a été orchestré par le président, par le président, et que c'est Lex derrière le président. Du coup, le plan de Lex, c'est vraiment Lex qui est là depuis le tout début de la saison, parce que même la révélation de la présidente, c'était pour mettre le vice-président à sa place, qu'il contrôlait. Donc ça, au moins, le plan de Lex tient debout. Du coup, elle publie son article, et apparemment, ça règle tous les problèmes de la société. Un article tout seul. En plus, ce que j'adore, c'est qu'elle publie l'article et on voit le président se faire arrêter tout de suite. Alors après, on peut estimer qu'il y a peut-être une ellipse et qu'on va pas nous montrer tout le détail, mais normalement, il y a une enquête. C'est pas parce qu'il y a un papier qui raconte qu'il y a des preuves et des éléments et tout que ça suffit. Il faut avoir plus. Bon, après, le plan de Lex, c'est aussi un peu con parce que il aurait pu faire tuer Kara. Il avait envoyé sa Red Daughter pour tuer Kara, et la manière dont elle a échoué était quand même assez stupide. Parce que la première fois, elle échoue parce qu'elle part dans un monologue quand elles sont dans la pièce, dans la chambre d'hôtel. La deuxième fois, elle échoue parce que elle s'en va. Ou alors techniquement, Kara dit techniquement elle était morte, donc elle a ressuscité avec l'énergie des plantes, mais voilà, juste elle aurait pris son corps, elle l'aurait amené à Lex, c'était réglé. Red Daughter, du coup, comme je parlais d'elle, là aussi c'est très décevant, parce qu'on a eu un très bon épisode pour l'introduire. Ensuite, on a eu un seul vrai épisode de confrontation avec Supergirl, où la confrontation, c'était même pas une confrontation idéologique, ce qui est quand même très dommage. Quand tu prends un concept comme Red Son, pour en faire Red Daughter, et que tu refuses l'aspect idéologique qui est derrière tout ça, ton personnage, il sert plus à rien en fait. Si tu prends Red Son mais t'enlèves le communisme, d'accord, mais c'est juste un Superman un tout petit peu maléfique et encore à peine. Donc c'est un peu con et ça finit. Donc elle se fait trahir par Lex. Ça aussi, je trouve ça dommage que finalement Lex lui dise qu'il déteste tous les Kryptoniens. Point. J'aurais peut-être aimé le côté que il s'est peut-être attaché à elle finalement, mais malgré tout, ça reste une Kryptonienne. Mais là non, ils ont complètement effacé ce côté-là il s'est peut-être attaché à elle un petit peu. C'est un pur sociopathe et non, voilà, il l'a utilisé, il s'en débarrasse. Alors je dis pas que c'est complètement incohérent avec le personnage, mais c'est un peu dommage. Ils auraient pu avoir une relation peut-être un petit peu plus compliquée que ça.
Et du coup, à la fin, elle va sauver Kara. Et elle meurt en sauvant Kara, évidemment. D'un seul coup. Le combat, justement, Kara-Lex. Un point positif, mais rétrospectivement, sur un autre épisode où j'ai trouvé ça débile, ça rend le truc encore plus débile. Quand elle était dans la prison, elle avait utilisé un truc contre la kryptonite qui recouvrait seulement ses armoiries. Là, elle utilise l'armure complète. Ce qui est d'ailleurs ce que j'avais reproché à l'épisode, c'est elle a une armure complète. Pourquoi est-ce qu'elle utilise un truc qui protège de rien face à la kryptonite? Bah là, elle est face à de la kryptonite, elle utilise une armure complète. Bon, après le truc, c'est qu'une fois qu'elle a l'armure, normalement Lex, elle le détruit en une seconde en fait. Je vois pas comment le combat peut durer en fait. Avec tous ses pouvoirs, normalement elle arrive, elle lui brise les gantelets et elle lui arrache le casque et c'est bon, c'est réglé en fait. Mais bon, il faut que le combat dure parce que il faut que Red Daughter vienne se sacrifier. C'est exactement ça. Il faut que le combat dure et qu'elle soit en difficulté pour que Red Daughter vienne se sacrifier et que Kara arrête Lex. Là aussi, il y a quelques conneries dans l'épisode. Là, c'en est une grosse. Quand la combinaison de Lex explose, on voit clairement au sol qu'il n'y a pas de corps. Et normalement, tous les témoins autour, et Kara, avec sa vision quand même, devrait se rendre compte qu'il n'y a pas de corps au sol. Du coup, il devrait se poser la question, où est Lex? Il s'est enfui, où est Lex? Mais non, ils sont tous convaincus qu'il est mort. Alors, ils ont raison, mais pour de très mauvaises raisons. Et voilà, donc la conclusion est Lex et Lina. Lina qui continue à être le personnage que je préfère, je pense, dans cette saison. Dans cette série, même de façon globale. Lex était pas trop mal, hein. Donc Lina vient tuer Lex. Et Lex utilise évidemment ce dont je me doutais depuis que Kara avait refusé de lui révéler la vérité, que Kara est Supergirl, ce qui lui fait remettre en question toutes ses amitiés, puisque non seulement Kara lui a menti, mais tous ses proches, même Olsen, tous lui ont menti, tous lui ont caché la vérité. Alors après, comme elle aussi a caché des choses, elle pourrait peut-être remettre ça en perspective, mais voilà, elle a l'air de le prendre assez mal. Mon inquiétude, c'est qu'elle part en mode vraiment full méchante. J'espère qu'ils vont pas partir sur ce chemin-là, mais qu'elle remette tout ça en cause et qu'elle s'éloigne peut-être du groupe. Pourquoi pas? Parce que là, elle se sent vraiment trahie par tout le monde, de bout en bout. En plus, Yves, on n'en a toujours pas fini avec elle, donc ça va encore revenir dans cette histoire. Donc, le personnage de Lina, ça peut partir avec quelque chose de très intéressant, ça peut partir avec quelque chose d'assez caricatural et mauvais. J'espère pas, j'espère vraiment qu'ils vont préserver ce personnage. Mais voilà, l'éloigner de l'équipe peut-être, qu'elle ait du mal à digérer tout ça. Et Kara en plus de son côté qui continue à dire non mais est-ce que je dois lui dire ou pas? Non mais ce soir-là je la laisse profiter et puis je lui dirai demain. Ouais, elle lui dira jamais en fait. Du coup ça rajoute. Parce qu'encore si Kara juste après lui avait dit bon après tout ce qui s'est passé je te l'ai pas dit maintenant mais il y a une information assez importante qu'il faut que je te révèle. Ça aurait pu passer pour le personnage mais là elle continue à s'obstiner à rien lui dire. Objectivement, je ne comprends pas ses motivations. À part, pour les scénaristes, créer de la tension entre Lina et Kara et le groupe, je ne comprends pas les motivations de Kara à cacher ce secret. C'est vraiment énervant. Enfin bref, ça peut partir très bien. Après, oui, il y a quelques conneries. Alors, je me souviens d'une scène qui est vraiment n'importe quoi. C'est juste... Il y a deux scènes. Il y en a une qui est vraiment n'importe quoi, c'est Dreamer qui envoie sa projection astrale et qui ne peut pas parler aux membres du groupe. Par contre, Brainiac, qui ne sait pas où sont envoyés Martian Manhunter et Dreamer, est capable de calculer à l'avance qu'elle va apparaître en projection astrale à tel moment dans la pièce où il se trouve. Et donc, il parle de sorte à ce qu'elle l'entende et lui dire qu'elle est capable de modifier la buée ou je sais pas quoi. En modifiant, en polarisant les particules. Bon, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle serait capable de polariser les particules, mais pas de pouvoir s'exprimer ou même de pouvoir entrer dans le rêve de quelqu'un ou je sais pas quoi. En plus, Brainiac a des pouvoirs psychiques. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas essayer de communiquer avec elle? Ça aurait pu marcher, qu'il communique avec elle par télépathie, parce qu'elle est sous forme astrale à tel moment. Mais là, le truc d'être capable de calculer qu'elle va se trouver là et tout, c'est ridicule pour pas grand-chose. Ça sert à rien.
En plus, on aurait pu avoir une scène d'engueulade entre les deux à ce moment-là, qui aurait un peu étoffé le dilemme de Brainiac, parce que, comme je le craignais, Brainiac froid, calculateur, en un épisode, c'est réglé. Donc ça aussi, ça servait à rien. C'est dommage. C'est un truc intéressant pour le personnage. C'est pas traité, et ça ne le sera sans doute jamais. Voilà, c'est assez con. Sauf peut-être s'ils font venir le Brainiac original. On verra. Sinon, j'y pensais, une toute petite scène un peu débile, mais vraiment ça dure quelques secondes, mais c'est l'image qui m'interpellait, parce que spatialement, ça fait pas sens. Kara tient Lockwood sous son pied. Et là, il y a la Calixplosion à la Power Rangers derrière les personnages qui, évidemment, comme les Power Rangers, sautent en l'air parce qu'il y a une explosion derrière eux. Et Kara qui n'a pas bougé, donc normalement elle tient Lockwood sous son pied. Et on voit Lockwood qui se relève comme les autres, comme s'il avait été propulsé par explosion comme les autres. Alors qu'il était sous le pied de Kara. Ça marche pas. Là, il y a un problème de physique quelque part, ça ne marche pas. C'est un détail, hein, mais c'est vrai que il y a un plan exprès sur Lockwood en train de se relever. Alors qu'il peut pas se relever, puisqu'il est sous le pied de Supergirl. Mais bon. Et on termine tout ça avec deux, j'ai l'air post-crédit. C'est un peu ça, hein, deux scènes, deux épilogues. Le premier, c'est sur peut-être le nouvel ennemi de la saison suivante, qui... C'est un peu mon problème avec la série Supergirl, c'est que souvent, ils envoient des choses qui me donnent envie de les regarder, et puis après, quand je vois le traitement, je suis extrêmement déçu, et c'est soit très basique, soit vraiment, ça part dans du grand n'importe quoi, et ils savent pas gérer correctement leur truc. Là, ils font venir Leviathan, qui en plus vient directement des comics actuels, puisque on vient de terminer un arc dans Action Comics, Leviathan Rising. D'ailleurs, j'ai été déçu puisqu'elle dit Leviathan is coming, alors qu'on sort de l'arc Leviathan Rising. C'est un détail, mais quand t'as un arc en cours dans les comics, tu peux utiliser le même nom dans ta série. Qui va ensuite, d'ailleurs, dans les comics, faire l'arc Leviathan Event. Et du coup, on nous dit que c'est Leviathan qui contrôlait tout ça, qui complotait contre tout le monde, qui contrôlait Lex, qui lui-même contrôlait Lockwood. C'est un peu, voilà, c'est un peu perché, mais voilà, Leviathan, c'est une organisation pas vraiment terroriste, mais pas loin quand même, puisque c'est une filière, on va dire, de la League of Assassins, qui, à l'origine, a été créée par Talia al Ghul. Alors, est-ce qu'ils vont faire référence à tout ça? Parce que la League of Assassins et Talia al Ghul, ça, c'est dans l'autre univers, c'est dans Arrow et compagnie. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser ça aussi dans leur univers? Parce que je pense que ça devrait exister aussi dans l'univers de Supergirl. Est-ce qu'ils vont utiliser ça? Je ne sais pas. Après, dans les comics, ça a l'air de changer, puisqu'ils ont dit que finalement, c'était pas Talia qui l'avait créé, mais qu'elle en a hérité. Donc, ils nous sont en train de nous expliquer qu'en fait, il y a d'autres secrets derrière Leviathan, ce qui va être tout le principe de Leviathan Event, j'imagine. Enfin bref, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant, d'avoir une grosse organisation plutôt d'espionnage, en fait. Une organisation criminelle, plutôt d'espionnage, qui, là, en l'occurrence, dans Leviathan Rising, s'en est pris à toutes les agences d'espionnage de la planète. Enfin, des États-Unis, de la planète sans doute, j'avoue que je suis plus sûr. Des États-Unis, c'est sûr, mais c'était peut-être une échelle mondiale. Par exemple, ils pourraient s'en prendre au DIO, ce qui ferait référence justement à ce qui se passe dans les comics à l'heure actuelle. Donc on verra ce que ça donne. Ils réutilisent le personnage de Eve, ce qui voudrait dire que Eve n'est pas vraiment dingue de Lex, que c'était une couverture parce qu'elle travaillait pour les Leviathan. Et du coup, on peut la réintroduire et créer quelque chose avec Lina, à voir. Et enfin, le dernier épilogue, c'est ce qui m'intéresse le plus quand même, c'est pour préparer le crossover de l'année prochaine, avec le Monitor qui débarque, avec sans doute Mahalefak. Oui, c'est ça, Mahalefak. Cette fois, j'ai un doute sur son nom, qui est le frère jumeau, normalement, de John Jones, qui débarque. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'amène là? Est-ce qu'il va servir principalement dans la série, ou est-ce qu'il va servir principalement dans le crossover? À voir, on verra. D'ailleurs, je pense à ça en parlant du crossover. Il y a un personnage qu'ils ont introduit dans le crossover, c'est Nora Freeze.
Je pensais qu'ils allaient l'utiliser dans Batwoman, mais comme Batwoman a l'air de se passer avant l'événement du crossover de l'année précédente, ce qui risque d'être une sacrée embrouille, leur truc, Nora, elle devrait servir que dans le crossover de cette année. Parce que, du coup, je suis parti sur Batwoman, je vais en parler un petit peu. En plus, Supergirl, Batwoman, bon, ils essaient de créer le duo World's Finest avec les deux. Bon, le trailer de Batwoman, c'était... ils sont allés un peu trop loin dans le woman power, surtout avec l'armure. Elle sera parfaite quand elle ira une femme. Alors que l'armure, quand on la voit, elle a l'air de déjà aller à une femme. Enfin, il y a un truc un peu bizarre. Et puis, et à la fin aussi, t'es une version féminine de Bruce Wayne. Et à la fin, je vais pas laisser un homme prendre le travail d'une femme. Alors que, pour le coup, pour Batwoman, ça serait peut-être plus logique de laisser tout le mérite à Batman pour rester dans l'ombre et pour utiliser justement la renommée de Batman à son aide. Donc, enfin voilà, ils en font un petit peu trop. S'ils avaient mis une ou deux répliques peut-être, mais là, c'est l'accumulation dans un seul trailer. Après, je me dis que c'est peut-être que dans le premier épisode qu'il y a tout ça, et puis après, ils se détendent. Il n'y a pas besoin à chaque fois de nous rappeler que oui, c'est une femme. On le voit que c'est une femme. Voilà. Et surtout, enfin, je suis pas un grand lecteur de Batwoman, mais la plupart des personnages féminins que je lis, elles ont pas besoin de rappeler à chaque fois qu'elles sont meilleures que les personnages masculins. Elles se sentent pas obligées à chaque fois de le rappeler. Parce qu'on le constate, tout simplement. C'est ça. Donc, si Batwoman arrêtait de le dire et juste se comportait en super-héroïne, elle aurait pas besoin de le faire remarquer, en fait. On le verrait tout seul. Mais bon, j'espère que c'est que le premier épisode qui est condensé et que du coup c'est un peu n'importe quoi. Mais ce qui me dérange le plus dans le trailer, c'est plutôt la timeline. Puisque elle vient d'arriver en ville. Or, dans le crossover de l'année dernière, elle était déjà installée. Donc, comment ils vont faire? Parce qu'il y aura un décalage temporel énorme. Parce que là, déjà, il y a un décalage temporel avec le crossover de cette année. Donc, avec le crossover de l'année prochaine, il y aura un écart de 1 an ou 2, je pense, entre la timeline de la série et le crossover. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire? Alors, est-ce qu'ils vont faire un épisode de non, mais en fait, ou alors, soit ils font un épisode de ça se passe un peu plus tard, soit ils font dans la série une ellipse à un moment ou un autre, parce qu'il y a un truc qui colle pas à un moment. Enfin bref, on verra exactement ce que ça donne. Sinon, dernier truc sur le Monitor, qui vient devant Lex. Alors, est-ce que c'est pour utiliser Lex dans le crossover? J'espère que oui. Parce que franchement, ce Lex, j'ai bien aimé. J'aimerais bien le revoir. Donc, le réutiliser dans le crossover, parce qu'en plus, le Monitor peut changer la réalité, on l'a vu. Donc, pourquoi ne changerait-il pas la réalité pour faire revenir Lex à la vie et le réutiliser? On verra. Bref, sur ce, au revoir.